Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lors de la dernière séance, il y a déjà 15 jours, je m'étais arrêté, vous vous en souvenez, en 1931, avec l'exposition coloniale organisée à Paris qui nous avait permis de réfléchir ensemble aux ambiguïtés de cet universalisme colonisateur qui a pris le nom de mission civilisatrice. Alors aujourd'hui, je voudrais repartir de ce moment des années 1930, mais sous un angle un peu différent, même très différent, celui d'un autre héritage des Lumières dans l'entre-deux-guerres, d'un tout autre héritage européen, antinationaliste et donc universaliste. Je vais m'appuyer en particulier sur la figure de Julien Benda, un auteur que l'on connaît surtout aujourd'hui comme l'auteur de La trahison des clercs, un pamphlet publié en 1927, mais qui fut surtout un acteur important de la vie intellectuelle française pendant tout le premier tiers du XXe siècle. Je vais vous en reparler dans un instant. La semaine prochaine et la suivante, nous prendrons à nouveau un point de vue encore différent, cette fois autour des usages anticolonialistes des Lumières, depuis Haïti au XIXe siècle, ce sera la séance prochaine, et puis jusqu'au mouvement de décolonisation du XXe siècle. Enfin, nous reviendrons au débat français contemporain pour la séance de conclusion. Donc voilà, vous avez le programme du mois de mars, en espérant que le soleil d'aujourd'hui continuera à nous accompagner. Peut-être juste, voilà, donc je rappelle qu'il ne s'agit évidemment pas d'une histoire suivie ou exhaustive de l'idée d'universalisme, mais vous l'avez compris, surtout au fur et à mesure que je vais vers le XXe siècle, plutôt de coups de projecteur que j'essaye de donner pour historiciser les usages de cette notion et pour échapper à quelques évidences peut-être un peu trop bien établies. Alors j'ajoute quand même pour ceux et celles d'entre vous qui trouvent que j'ai un peu trop déserté le XVIIIe siècle cette année, et notamment lors de ces derniers cours, eh bien que tout au long, à partir du 17 mars, vous pourrez assister aux 4 conférences données par le professeur David Bell de l'université de Princeton, qui va donner 4 conférences autour donc de ce qu'il appelle la nouvelle histoire des Lumières. Donc ce sera tous les lundis à 17h30, donc à partir du 17 mars au 7 avril, et vous êtes évidemment, ce sera juste à côté dans l'amphi Alvax, et vous êtes évidemment toutes et tous les bienvenus. Alors, avant d'en venir néanmoins à Julien Benda, je voudrais revenir un instant avec vous sur une sorte de petite parenthèse un peu plus théorique, mais sur un problème soulevé par la séance précédente peut-être, qui est la question de la continuité entre le XVIIIe siècle et le discours colonial des XIXe et XXe siècles. Certains, en effet, me l'ont fait remarquer. J'ai souvent insisté, par exemple, dans mon cours il y a 2 ans sur Tahiti, ou dans mon livre sur l'héritage des Lumières, j'ai souvent insisté sur la différence entre les Lumières, animées par un puissant courant anticolonialiste, dont Diderot et Raynal sont les figures marquantes, et un XIXe siècle globalement dominé par l'idéologie coloniale. Or, il y a 2 semaines, j'ai plutôt relevé des formes de continuité de part et d'autre de la Révolution, notamment autour de la notion de civilisation héritée du XVIIIe siècle et qui a joué un rôle important pour justifier la domination coloniale européenne en Asie ou en Afrique. Et donc, vous êtes en droit de vous poser et de me poser la question suivante: l'idéologie coloniale de l'Europe au XIXe et XXe siècle, et tout particulièrement de la France républicaine sous la Troisième République, eh bien, cette idéologie coloniale est-elle une trahison des Lumières? Marque-t-elle une rupture avec l'esprit de justice et l'universalisme des Lumières? Ou s'inscrit-elle, au contraire, dans leur continuité? Est-elle la révélation de ce que l'universalisme des Lumières contient en réalité de racisme et d'agressivité à l'égard du monde extra-européen? Question énorme, question fondamentale,
évidemment dans la perspective de ce cours, et que non, je ne voudrais pas donner l'impression d'esquiver, précisément parce qu'elle est à la fois difficile et sensible. Et de fait, l'historiographie est très loin d'être unanime sur ce sujet. Vous voyez deux très bons livres que j'ai cités la semaine dernière, les deux, je les ai évoqués, je vous les remets ici. Eh bien, on pourrait dire, pour simplifier, qu'il y a un modèle qui est celui proposé par Jennifer Pitts, qui est celui du revirement, j'en avais parlé il y a 15 jours, des penseurs libéraux de la génération de Tocqueville et de John Stuart Mill par rapport à l'héritage anti-impérial des Lumières qui était encore défendu à la génération précédente par Benjamin Constant, donc modèle du revirement et donc de la césure, et un autre modèle, celui plutôt de Pernille-Roge, qui insiste sur la continuité et qui trouve dans les textes du XVIIIe siècle, notamment chez les physiocrates, les origines d'une pensée de la mission civilisatrice. Alors, bien sûr, je pourrais me contenter de renvoyer cette contradiction aux vieux thèmes scolaires des ruptures et continuités, l'histoire étant toujours composée évidemment de ces deux dimensions, tout change et rien ne change, tout change pour que rien ne change, etc. Mais ce serait évidemment une facilité rhétorique. Il faut sans doute être plus précis, car en histoire intellectuelle, la question de la longue durée pose des problèmes particuliers qui ont été étudiés en particulier par beaucoup d'auteurs, notamment récemment par l'historien américain Darrin McMahon. En fait, les idées ne sont pas, ce qu'il faut bien voir, c'est que les idées ne sont pas des objets cohérents qui persisteraient comme ça, inchangés à travers les siècles, qui seraient soudainement abandonnés ou au contraire remplacés par d'autres. Il faut vraiment penser l'histoire intellectuelle, l'histoire des idées, l'histoire des concepts, en termes de langage politique. En tout cas, c'est ce que je vous propose. Des langages politiques qui se modifient progressivement, mais qui surtout font l'objet d'usages différents, parfois contradictoires, où les mêmes mots peuvent prendre des significations différentes, peuvent être utilisés avec des effets différents. Et si l'on se place au niveau des textes et des auteurs, l'on ne peut être que frappé par la plasticité de ces langages politiques. Au fond, on pourrait dire d'une certaine manière que toutes les séances de cette année, tout le cours de cette année vise à vous démontrer que derrière ce qu'on appelle universalisme des Lumières, ce gros objet, en fait, il y a une pluralité et une plasticité des langages politiques. On est frappé aussi par l'inventivité des auteurs et même par la capacité des idées à se retourner parfois contre elles-mêmes. Et par ailleurs, j'ai essayé de vous montrer l'an dernier, assez longuement, et je l'ai rappelé lors de la première séance du cours cette année, que ce que l'on appelle les Lumières recouvre une diversité de positions, d'idées, de propositions, et pour ce qui nous intéresse, la question de l'universel, j'ai proposé, vous vous en souvenez, de les regrouper, ces propositions, autour de sous la forme de trois langages de l'universel, et ces trois langages ont des postérités différentes. Alors, je ne reviens pas sur la description des trois langages, je renvoie si vous souhaitez à la séance de janvier où j'avais fait un rappel. Ces trois langages ont des postérités différentes et ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est que chacun d'entre eux, utilisé dans des contextes historiques différents, a pu produire des effets inattendus. Donc, prenons l'exemple du langage de la civilisation, puisqu'on en a parlé la semaine dernière, qui en lui-même, déjà au XVIIIe siècle, il faut bien le comprendre, est profondément ambivalent et incertain. Il est omniprésent, ce langage de la civilisation, mais pourquoi je dis qu'il est ambivalent? Parce qu'il est à la fois universaliste, au sens où, pour les philosophes des Lumières, toutes les sociétés, toutes les cultures ont vocation à être civilisées, donc à suivre ce même processus de civilisation, et en même temps, il est terriblement eurocentré, dans la mesure où la civilisation européenne est promue en modèle. Elle est le modèle que tous doivent suivre. Or, ce langage de la civilisation, donc déjà ambivalent et incertain, n'est plus tout à fait le même dès lors qu'il a traversé la Révolution et l'Empire, et qu'il a servi notamment, nous l'avons vu, à justifier l'impérialisme français en Europe et en Égypte. Mais il mute encore lorsqu'au cours du XIXe siècle, il devient progressivement une justification de la colonisation, y compris violente, sous l'effet d'une série de facteurs.
d'une part, l'autocritique de l'Europe, qui était encore très présente au XVIIIe siècle. Pensez à Montesquieu, bien sûr, pensez à Swift, pensez à Diderot, pensez même à Voltaire. Eh bien, cette autocritique, au XIXe siècle, elle s'estompe, et même elle disparaît, laissant place donc à ce que Jennifer Pitts a appelé, enfin c'est la traduction de son livre, la bonne conscience coloniale. D'autre part, des nationalismes s'affirment, enclenchant la rivalité coloniale entre puissances européennes. Et enfin, l'écart économique et technologique entre l'Europe et le reste du monde se creuse très rapidement au cours du XIXe siècle, renforçant une idée qui était encore seulement sous-jacente, seulement naissante au XVIIIe siècle, qui était l'idée d'une supériorité européenne. Alors vous voyez, tout cela implique qu'on ne peut pas simplement parler en termes trop généraux, trop massifs, de continuité ou de rupture. On ne peut pas répondre de manière simple à une question du type de celle que j'évoquais tout à l'heure, le discours colonial des XIXe et XXe siècles est-il l'héritier des Lumières? Toute personne qui vous répondra oui ou non de manière un peu abrupte pourrait dire qu'il raconte n'importe quoi. Pourquoi? Parce que, à certains égards, oui, c'est indéniable, et pour les raisons que je vous ai montrées, et sous d'autres aspects, de toute évidence, il constitue une rupture. Et inversement, l'anticolonialisme, et nous le verrons plus particulièrement lors des 2 prochaines semaines, peut aussi très légitimement s'instituer et se réclamer de l'héritage des Lumières. C'est ce que j'ai voulu vous montrer, on en avait reparlé à la fin de la séance avec certaines et certains d'entre vous, lorsque j'ai évoqué le débat entre Ferry et Clemenceau en 1885. Ce que j'avais voulu vous montrer, c'est que l'un et l'autre, en réalité, parlent un langage qui trouve ses racines au XVIIIe siècle et qui, en partie, lui est étranger. Lorsque Ferry en appelle aux droits et aux devoirs des races supérieures de civiliser les races inférieures, on peut dire qu'il s'inscrit dans un discours du progrès et de la responsabilité de l'Europe qui vient des Lumières, mais à condition de reconnaître qu'il lui inflige une double torsion. Premièrement, il justifie des opérations de conquête coloniale, là où le modèle promu par les Lumières était celui d'une diffusion pacifique de la civilisation et du savoir. Deuxièmement, le vocabulaire racial, qui existait au XVIIIe siècle mais qui était encore assez flou, renvoie désormais à une conception biologique, hiérarchisée et inégalitaire des races humaines. À l'inverse, lorsque Clemenceau fustige l'entreprise coloniale française au nom de la justice, il renoue de toute évidence avec un langage de l'universel critique hérité de Diderot, mais aussi de la Révolution française et du droit naturel, et il prend bien soin, lui, de remplacer le langage des races par celui des nations. Ceci dit, lui aussi inscrit cet héritage dans une logique qui est tout à fait nouvelle, qui est celle de la rivalité nationale avec l'Allemagne sur la scène européenne. Autrement dit, et en un clin d'œil évidemment à Clemenceau, eh bien, l'héritage des Lumières n'est pas un bloc. Il est pluriel, mais il est surtout réinventé, reconstruit, déplacé, à chaque fois en fonction des contextes différents et des usages qui en sont faits. Alors, je reconnais que tout ça est un peu peut-être complexe, nébuleux. Alors, pour y voir clair, pour le moment, enfin pour aujourd'hui, écartons un peu la question coloniale, puisqu'on va y revenir la semaine prochaine, et prenons le cas de Voltaire et de sa postérité. Alors aujourd'hui, Voltaire, vous le savez bien, incarne dans le monde entier, tout particulièrement en France, les Lumières, on dit même le siècle de Voltaire. Mais de quel Voltaire parle-t-on exactement? Est-ce que c'est le Voltaire parangon de la liberté d'expression, celui qui combat contre l'injustice, celui qu'on brandit pour se réassurer à l'heure du danger, face aux fanatiques et aux intolérants, celui qui, de toute évidence, il y a 10 ans précisément, était Charlie, ou le Voltaire disqualifié pour racisme et antisémitisme, accusé d'incarner tous les méfaits des Lumières, voire même d'annoncer Hitler, comme l'affirmait très sérieusement un article publié en 2020 dans la revue Foreign Policy. Vous avez là, voilà, 2 images totalement contrastées et opposées de Voltaire. Alors aujourd'hui, je n'entre pas, on le fera une autre fois,
c'est pourtant très intéressant, mais dans les discussions sur les images et les imaginaires contemporains de Voltaire, mais ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que ces images ont une histoire. Ces imaginaires, la postérité de Voltaire a toujours été l'objet d'affrontements politiques et intellectuels très polémiques où se jouait, au fond, l'héritage des Lumières à différentes périodes et dans différents contextes. Vous savez, la première grande consécration nationale de Voltaire a eu lieu le 11 juillet 1791, sous la Révolution, lorsque ses restes ont été transférés au Panthéon sur décision de l'Assemblée constituante. Le geste, évidemment, visait moins à rendre hommage au grand écrivain qu'à célébrer en lui le précurseur de la Révolution, le défenseur des droits et de la liberté, mais aussi l'écrivain anticlérical au moment où de nombreux prêtres refusaient la constitution civile du clergé. C'était une cérémonie assez grandiose, hein, vous pouvez imaginer un monumental char à l'antique tiré par 12 chevaux blancs qui traversa tout Paris, surmonté d'une statue de Voltaire allongée sur un lit et suivi d'une procession qui comportait non seulement les académiciens, mais aussi des étudiants, les vainqueurs de la Bastille, les représentants des sociétés populaires et des musiciens. Pourtant, ce transfert des cendres de Voltaire au Panthéon n'a pas été le moment d'unanimité nationale que l'on se plaît parfois à imaginer. Les journaux monarchistes avaient bien conscience de l'appropriation politique que les révolutionnaires étaient en train d'effectuer et du profit symbolique qu'ils comptaient en tirer. Ils s'efforcèrent donc de tourner en dérision la cérémonie, firent circuler des rumeurs, des fausses nouvelles, et il était aidé dans ce sens par le fait que cette cérémonie, c'était pas de chance, c'était un 11 juillet, mais la pluie était battante, et donc ça les réjouissait beaucoup, puisqu'ils considéraient au fond que c'était une vengeance divine devant tant d'arrogance. On voulait sanctifier Voltaire, eh bien, il a plu toute la journée. Donc, c'est assez intéressant, ça a été étudié. Donc, les journaux royalistes en sont donnés à cœur joie pour se moquer, pour ridiculiser la cérémonie et attaquer Voltaire. Et les 2 siècles qui ont suivi la Révolution n'ont pas modifié cette situation, en dépit de la promotion de Voltaire comme auteur classique, enseigné, étudié. Eh bien, la politisation de sa gloire posthume est restée le trait marquant de sa postérité, sans doute plus qu'aucun autre écrivain français. Il y a une phrase de Sainte-Beuve que j'aime beaucoup, qui résume très bien cette instrumentalisation incessante de Voltaire. Il dit « Comme un général mort, mais dont le nom promet des victoires, on l'a attaché sur son cheval, et la bataille se rengage autour de lui comme autour du plus guerroyant. » D'accord ? Comme un général mort, on l'a mis sur son cheval et on continue à se battre. Et cette bataille autour du philosophe mort sur son cheval, eh bien, elle a été particulièrement vive tout au long du XIXe siècle. Voltaire devenant, aux yeux de ses partisans comme de ses adversaires, le symbole des idéaux républicains, ce qui, évidemment, n'était pas sans une ironie paradoxale pour cet admirateur des monarchies. Il était attaqué avec virulence par la droite catholique, qui lui reprochait d'être responsable de la Révolution, et du coup, à l'opposé, les républicains se sont réclamés de lui et ont mené, notamment sous le Second Empire, toute une série de campagnes de presse pour obtenir l'installation, l'érection d'une statue de Voltaire à Paris. Grand combat de la presse républicaine à la fin du Second Empire, mené notamment par le journal Le Siècle, qui voulait célébrer, je cite, « sa passion profonde, sa religion ardente pour la justice et pour l'humanité ». Et cela aboutit finalement en juillet 1870, donc par l'installation d'une statue qui reproduisait celle de Houdon devant la mairie du 11e arrondissement. Et d'ailleurs, pendant la Commune, les manifestants vinrent brûler une guillotine en face de la statue de Voltaire, ce qui suscita ce dessin, cette caricature de Daumier, où on voit Voltaire, la statue de Voltaire, qui semble applaudir à cette manifestation. Le défenseur c'est un peu coupé en bas, mais le défenseur de Calas, consolé de n'avoir pu défendre Bailly, André Chénier et Camille Desmoulins, donc il se réjouit de cette abolition de la peine de mort. La républicanisation de Voltaire trouve
son aboutissement triomphal lors de la célébration du centenaire de sa mort en 1778, qui permit au nouveau régime républicain de mener une grande opération de légitimation symbolique autour de Voltaire. En effet, Voltaire, il était à la fois politiquement modéré et farouchement opposé à l'Église, ce qui, évidemment, était un symbole idéal. Un an auparavant, le 4 mai 1877, Gambetta avait lancé son fameux slogan « Le cléricalisme, voici l'ennemi ». Et l'année suivante, donc en 1778, de nombreuses initiatives locales furent organisées, comités de commémoration, conférences, tracts, grâce à l'enthousiasme de députés républicains. Et il s'agissait, pour les organisateurs de ce centenaire, il s'agissait bien de célébrer le philosophe anticlérical et le défenseur de Calas, et non l'écrivain. C'était bien l'héritage des Lumières et de la Révolution que l'on souhaitait revendiquer. Par exemple, le Bien public, un journal républicain important de l'époque, disait « Le centenaire de Voltaire littérateur n'aurait rien de signifiant. Le centenaire de celui qui a dit « Écrasons l'infâme » sera au contraire, en ce temps de jésuitisme et de paplardise, une éclatante manifestation. » Donc, le point d'orgue de la commémoration fut atteint lors d'une cérémonie durant laquelle Victor Hugo prononça un retentissant discours dans lequel il saluait en Voltaire le symbole de son siècle, l'homme de la raison et de la tolérance, l'annonciateur de la Révolution française, en réussissant l'exploit de ne pas citer une seule de ses œuvres. Voltaire était d'abord un combattant. Ce n'était pas un écrivain, c'était un combattant dont le souvenir devait être évoqué au moment de mener d'autres batailles contre l'obscurantisme. Allez, je vous en cite un petit bout, parce que ça fait au moins un mois qu'on n'a pas cité du Victor Hugo. Voltaire a vaincu, Voltaire a fait la guerre rayonnante, la guerre d'un seul contre tous, c'est-à-dire la grande guerre, la guerre de la pensée contre la matière, la guerre de la raison contre le préjugé, la guerre du juste contre l'injuste, la guerre pour l'opprimé contre l'oppresseur, la guerre de la bonté, la guerre de la douceur. Alors, évidemment, un tel panégyrique, qui n'était pas tout à fait de la critique littéraire très précise, mais enfin, n'était pas au goût de tous et suscita l'ire des milieux catholiques, mais il manifestait que la gloire de Voltaire restait puissamment politique. Alors, Voltaire républicain, je l'ai dit, c'est pour ça que j'insiste un peu, parce que c'est un geste quand même assez extraordinaire de faire de Voltaire un symbole républicain. C'était déjà assez osé, mais alors, Voltaire démocrate, alors là, c'était vraiment acrobatique, et c'est pourtant ce qu'a proposé Julien Benda, donc nous y venons, en écrivant en 1936 la préface d'une nouvelle édition du dictionnaire philosophique. Benda donc n'était pas un spécialiste de Voltaire, ni même de la littérature du XVIIIe siècle, mais c'était une figure, je vous l'ai dit, intellectuelle très importante, notamment donc en raison du succès considérable remporté par La trahison des clercs, publié en 1927. Alors aujourd'hui, Benda, j'allais dire il est considéré, il est d'abord souvent oublié, mais enfin, quand ceux qui le connaissent voient en lui plutôt un écrivain un peu grincheux, un peu conservateur, protestant contre l'engagement politique des intellectuels de son temps, mais c'est plus complexe. Et peut-être est-il plus juste de voir en lui un réactionnaire de gauche, selon l'expression d'Antoine Compagnon, qui lui a consacré un long portrait dans sa galerie des antimodernes, même si la formule, réactionnaire de gauche, comme toute formule, est forcément réductrice. De fait, Benda est une figure complexe et pour cela assez passionnante. Il est issu de la bourgeoisie juive assimilée, il est né à Paris en 1867, il a été marqué dans sa jeunesse par l'engagement en faveur d'Alfred Dreyfus et par l'influence de Charles Péguy avant de se détacher de ce dernier. Sur le plan philosophique et politique, le grand combat de sa vie, c'est la défense d'une conception universaliste de la raison et de la vérité. La trahison qu'il reprochait aux clercs était d'avoir cédé aux passions politiques particularistes et tout particulièrement au culte de la nation. Et ses cibles privilégiées, c'était Barrès, c'était Maurras et c'était leurs disciples. Mais il dénonçait plus généralement la grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, des écrivains et des philosophes de son temps, à qui il reprochait d'avoir adopté, je cite, « la religion du particulier et le mépris de l'universel ». Alors,
Il est indéniablement anti-moderne par sa critique radicale, sans concession, de la littérature et de l'art de son temps. Rien ne trouve grâce à ses yeux, ni le symbolisme, ni Proust, ni Valéry, surtout pas Bergson, qui est sa tête de Turc, qui l'avait attaqué dès son premier livre en 1912, et évidemment, ne parlons même pas du surréalisme. Il aimait à se penser à contre-courant de la modernité littéraire et esthétique de son temps, qu'il attaqua notamment dans son livre Belphégor, paru en 1918, où il expliquait que tout ce qui relevait de la valorisation de l'intuition et de l'empirique, de l'émotion plutôt que de la raison, lui déplaisait souverainement. Il détestait l'idée, par exemple, d'une littérature autonome à l'égard de la vie intellectuelle, une littérature obsédée par l'esthétique formelle ou par l'intériorité subjective, ce qu'il appelait avec plus grand mépris le littérarisme. Non, le littératurisme, pardon. Le littératurisme, là c'est vraiment... Et à l'inverse, lui se réclamait du débat, de la raison classique, et cette raison classique, c'était pour lui celle des XVIIe et XVIIIe siècles, et tout particulièrement celle des Lumières, en qui il voyait le summum de l'universalisme, un classicisme formel et rationnel au service de la vérité et de la justice. Il admirait Spinoza, mais aussi Kant, et l'un de ses principaux maîtres lors de sa formation, il lui est toujours resté extrêmement fidèle, c'était Charles Renouvier, le grand philosophe républicain et néo-kantiste de la Troisième République. C'était donc, si vous voulez, un anti-moderne extrêmement paradoxal, puisque Antoine Compagnon, donc dans son livre sur les antimodernes, les définit par plusieurs critères, dont le rejet des Lumières. Pour lui, être anti-moderne, c'est rejeter les Lumières. Et donc Benda, c'est un anti-moderne qui ne cesse de défendre les Lumières et la raison au nom de l'universel. Donc les Lumières contre la modernité, ça vaut le coup de s'y arrêter un peu. En 1933, Albert Thibaudet, autre grand critique littéraire de l'entre-deux-guerres, qui était en fait, en quelque sorte, le grand rival de Julien Benda en termes d'essayiste et de critique littéraire, eh bien, Thibaudet avait publié un article très intéressant sur le retour au XVIIIe siècle, qui s'appelle Le XVIIIe siècle, et il réagissait à l'idée, alors en vogue, d'un retour au XVIIIe siècle, d'un retour en grâce du culte du XVIIIe siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il voyait dans ce goût pour le XVIIIe siècle de son époque une réaction passéiste, une réaction conservatrice. Le goût du XVIIIe siècle, disait-il, est en train de devenir de droite. Il peut-être peut nous faire dresser l'oreille. Il disait, le goût du XVIIIe siècle, c'est la couleur, au fond, c'est la couleur dominante de l'opinion, de l'élite parisienne. Il le résumait en quelques traits, il disait précision et élégance de la pensée, croyance absolue en la supériorité de l'esprit français, conviction de vivre dans un moment de décadence par rapport au XVIIIe siècle, et enfin, goût assez prononcé pour un despotisme éclairé à condition qu'il soit brillant. Tout cela, ajoutait Thibaudet, était hautement respectable, mais quand même un peu réactionnaire. Et il conclut par ce passage que je trouve assez extraordinaire, qui voit dans l'héritage des Lumières un culte nostalgique du passé, équivalent à la contre-révolution. Il écrit ceci. « L'émigration dans la durée est depuis Chateaubriand une attitude décorative, et il peut y avoir également un génie du XVIIIe siècle, analogue au génie du christianisme du Vicomte. Mais l'émigration dans la durée paraît aussi vaine que l'émigration dans l'espace. Ferney est un admirable lieu de pèlerinage, n'en faisons pas un Coblentz intellectuel. L'auteur de Candide serait le premier à se moquer de nous. Un Coblentz intellectuel. À bien des égards, cette formule et cette critique pourraient sembler s'appliquer à Julien Benda, qui en effet ne cesse de se plaindre de son époque et de regarder vers le passé, comme s'il vivait dans un perpétuel exil. Et peut-être, et même je dirais certainement, était-il largement visé par ce texte de Thibaudet. Mais Benda, pour autant, n'était pas du tout un homme de droite. Au contraire, en tout cas pas au sens politique du terme. Et au contraire, dreyfusard, antinationaliste, il fut un antifasciste sans répit tout au long des années 1930, soutien du Front populaire, violemment hostile aux accords de Munich,
Et après la libération, dans les dernières années de sa vie, il devient même un compagnon de route du Parti communiste, au point d'ailleurs de s'aveugler sur le stalinisme. Et on pourrait y voir un paradoxe de plus. Ce grand défenseur de l'autonomie de la pensée à l'égard du politique et de l'action était aussi, en réalité, un intellectuel engagé, bardé de convictions très fortes, qui adorait la controverse intellectuelle et même la polémique politique. Dans les années 1930, il est une des grandes figures de la NRF, dans laquelle il tient une chronique à la fois littéraire et politique, très souvent polémique, y compris d'ailleurs contre les autres auteurs associés à la NRF. Bref, Benda est quelqu'un qui adore la bagarre intellectuelle. Mais le paradoxe n'est peut-être qu'apparent entre celui qui dénonçait la trahison des clercs et ce goût de l'engagement et de la bagarre politique. Le paradoxe est peut-être qu'apparent, car en fait la critique qu'il adresse aux clercs n'est pas de s'engager politiquement, c'est surtout de s'engager pour des causes particulières, locales, contingentes, pour leur nation ou pour leur race, comme il écrit, et non pour des principes universels de justice, comme lui-même estime le faire. C'est pour cela que les auteurs des Lumières, et en particulier Voltaire, ne tombent pas sous sa critique. Bien au contraire, le mélange que présente celui-ci, Voltaire, mélange d'engagement intellectuel, de rationalité intransigeante et de distance ironique, ne pouvait que réjouir Benda. Dans La trahison des clercs, il le cite, et toujours positivement, 17 fois, ce qui fait de lui un des auteurs les plus cités. Voltaire incarne le penseur resté toujours fidèle à la raison et aux valeurs universelles, ayant conservé toujours la volonté d'éclairer avant de convaincre. Aussi, en 1936, Benda donc préface une édition du dictionnaire philosophique, l'année même, il a alors 70 ans, où il revient sur son parcours dans un livre de souvenirs intitulé « La jeunesse d'un clerc ». En ce texte, d'ailleurs, il rapporte son goût ancien pour Voltaire, puisqu'il raconte qu'adolescent, il se levait tous les matins à 5 heures pour lire 20 pages du siècle de Louis XIV avant de partir au lycée. Oui, bon, je sais, on l'a tous fait, bon, enfin, c'est pas extraordinaire, mais enfin bon. Et Benda fait d'ailleurs un peu plus que préfacer l'édition de 1936. Le texte est établi par Raymond Naves, qui était le plus grand spécialiste universitaire de Voltaire à l'époque, et Benda, lui, a rédigé les notes, plus donc la préface. Édition qui sera rééditée avec la préface jusque dans les années 1980. C'est la première édition moderne du dictionnaire philosophique. Alors, une préface, c'est toujours intéressant, à mes yeux, parce que justement, ce n'est pas un commentaire fermé sur lui-même pour la seule virtuosité de l'exégèse, c'est d'abord un texte qui invite à lire. C'est un texte qui conduit à la lecture. C'est donc aussi l'occasion d'actualiser un texte et ses interprétations. Et dans ce texte, donc cette préface, Benda présente Voltaire comme le grand précurseur de la modernité politique. Démocrate, humaniste, pacifiste. Il va jusqu'à voir en lui, je cite, le patron des démocrates modernes. Ce qui est donc une proposition qu'on peut juger assez audacieuse si on songe que Voltaire était un admirateur avoué et explicite de Frédéric II et de Catherine II, et que son œuvre est jalonnée de propos peu amènes sur la populace qui, écrivait-il, n'est pas faite pour penser. Benda, néanmoins, insiste. Voltaire est la source, dit-il, des idées démocratiques modernes, et même, dit-il, de la mystique républicaine, ce qui pour lui, je vais revenir dans un instant, était quelque chose d'extrêmement positif. Au-delà de ces idées politiques elles-mêmes, pourquoi ? Eh bien parce qu'il a promu l'universalité de la nature humaine, l'égalité devant la loi et l'autonomie à l'égard des dogmes et des autorités religieuses. Il est frappant de voir Benda ici multiplier des formules qui semblent à certains égards très générales pour décrire cette source démocratique dans la pensée de Voltaire. Par exemple, il parle du respect pour l'homme en tant qu'homme, ou encore l'exigence de respecter la nature humaine dans son essence universelle par-dessus les différences ethniques. Exigence, remarque Benda, que Voltaire tient du christianisme. Et c'est un thème que l'on retrouve très souvent chez lui. L'universalisme des Lumières serait non pas une rupture avec le message chrétien, mais son héritage le plus conséquent. Les Lumières prolongeant le message évangélique,
elle le relaie. Face au danger, devant le retour de la barbarie, je rappelle, nous sommes en 1936, l'héritage de Voltaire et des Lumières est réduit à sa plus simple et fondamentale expression, un humanisme généreux, refusant les particularités, les singularités, et ce qui passe parfois pour la limite de la pensée de Voltaire, c'est-à-dire sa difficulté à prendre en considération la diversité du réel, la force de l'histoire et des différences, eh bien, devient ici sa grandeur. Benda écrit « Par cette sorte d'humiliation du divers, de parti pris pour l'universel, il est un irrécusable artisan de la démocratie moderne. » Alors, c'est un jugement qui peut surprendre, parce qu'aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à voir souvent dans la démocratie une sensibilité à la diversité des expériences, à la diversité des formes de vie. Mais c'est bien le souci de l'universalité, c'est-à-dire d'un humanisme supérieur à toutes les spécificités locales, mais aussi nationales, qui fait de Voltaire, pour Benda, un démocrate. Pour bien comprendre ce qu'il avait en tête, il faut se plonger dans un livre qu'il a publié 3 ans plus tôt, en 1933, son discours à la nation européenne, plaidoyer en faveur de l'unité européenne contre tous les nationalismes. Alors, le titre, bien sûr, est une référence au fameux livre de Fichte, Discours à la nation allemande. Il en reprend l'idée, s'adresser à ses lecteurs à la seconde personne du pluriel et plaider pour une éducation qui fasse advenir une nation européenne conforme à une idée nouvelle. Mais le geste est en même temps inversé, puisqu'il s'agit, Fichte est un fondateur du nationalisme, l'idée de la nation allemande, et Benda, au contraire, veut dénoncer les nations et le nationalisme. La nation européenne à venir, justement, n'en est pas une. Elle n'est pas une nation au sens ordinaire, elle doit être le dépassement des nations et même leur négation. Pour Benda, les passions nationales, telles qu'elles se sont exprimées depuis la fin du XVIIIe siècle, sont un désastre total. Il n'a donc de cesse d'appeler ses contemporains, notamment les Français et les Allemands, à détruire ce qu'il appelle l'œuvre folle du XIXe siècle, c'est-à-dire les nations. Plus loin, il parle encore de l'œuvre impie du XIXe siècle. Cette œuvre folle, elle ne réside pas seulement dans l'essor des nationalismes, mais selon lui, plus largement, dans tout ce qui les sous-tend. Le culte du sentiment, le culte de l'enracinement, de la passion, bref, ce qu'on appelle souvent le romantisme, mais Benda n'utilise pas le terme. Ce qu'il vise, c'est moins un mouvement littéraire ou un moment de la culture que l'opposition radicale entre 2 formes d'esprit. Une forme rationnelle, qui privilégie les sciences, la clarté, la réflexion, et une forme émotionnelle, qui privilégie l'art, la poésie, le flou, l'émotion. La première est idéaliste, elle tend vers l'universel, la seconde est pratique, elle tend vers le particulier. C'est une dichotomie qu'on peut juger simpliste, un peu manichéenne, mais elle traverse toute l'œuvre de Benda. Il se réclame de Platon, d'Érasme, de Descartes, et bien sûr du XVIIIe siècle. Il glorifie la pensée abstraite, se méfie de l'art et de la poésie, il aime les idées claires, il rejette l'ineffable et le sensible. Il va jusqu'à considérer que le critique est supérieur à l'artiste. Il se plaint sans relâche de ce qui lui apparaît, chez ses contemporains, comme une volonté de rabaisser l'intelligence au profit du sentiment et de l'intuition. Par exemple, dans le discours à la nation européenne, il écrit « Ce que je vois chez presque tous, c'est au contraire, donc au contraire de ce qu'ils souhaitent, c'est au contraire le désir d'humilier l'intelligence dans sa prétention à l'universel, de l'identifier à la scolarité, d'honorer la sensibilité dans ce qu'elle a de plus personnel, de plus intransmissible, de plus antisocial. » Dans cette perspective, l'effort qu'il demande aux Européens consiste à s'arracher aux cultures nationales pour, dit-il, penser dans l'universel. Et cette universalité doit aboutir à l'idée d'Europe, à la conscience de ce que l'Europe a en partage, et donc à l'unité politique du continent. Alors, bien sûr, on ne peut être que frappé par le fait que, pour Julien Benda, l'universel se résume à l'Europe. Le reste du monde est presque hors cadre de son analyse, il n'en parle jamais. Et en cela, il est bien l'héritier
en réalité, et sans qu'il en prenne véritablement conscience, de tout un travail intellectuel qui, au XIXe siècle, justement, a consisté à identifier l'Europe comme continent de la raison et de la philosophie. Par ailleurs, tout en plaidant contre toute forme de nationalisme, bien conscient qu'il faudra à cette Europe unifiée une langue commune, eh bien, il affirme que celle-ci est toute trouvée. Je suis sûr que vous avez deviné. Et oui, c'est le français. Langue de la raison et de la clarté, langue universelle à ce titre, et il se réclame évidemment pour le prouver des auteurs du XVIIIe siècle qui affirmaient cette universalité. On en a déjà parlé. Mais néanmoins, à cette exception près, celle de la langue française, Benda ne s'inscrit pas dans les pas de Hugo et de Michelet, ces défenseurs d'une vocation universelle de la France inscrite dans l'œuvre de la Révolution française. Pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'est l'idée d'imposer une universalité qu'il qualifie à plusieurs reprises d'abstraite et qui n'est pas spécifiquement liée à la France, mais qui est plutôt une histoire européenne de la raison, dont le grand héros est Erasme. Puis Descartes, Spinoza, Leibniz, Voltaire et Kant. Tous ont été des serviteurs de l'universalisme européen dans un double sens. D'abord parce qu'ils ont pensé plutôt que senti, ils étaient des philosophes et non des écrivains et des poètes. Ensuite parce qu'ils ne se sont guère préoccupés des nations et ont au contraire affirmé toujours un horizon de la pensée européenne. Et pour le prouver, c'est justement Voltaire qu'il mobilise, toujours dans le discours à la nation européenne, en citant une lettre de 1767 dans laquelle Voltaire écrivait « Il se forme en Europe une république immense d'esprits cultivés ». Les Lumières, loin de se préoccuper de l'origine nationale de tel ou tel penseur, ne se seraient préoccupés que de leur adhésion à la nation, à la raison, pardon, bien sûr, justement, pas du tout à la nation, mais à la raison. Alors, bon, bien sûr, il serait assez facile de montrer là-dessus que Benda, ici, simplifie. D'une part, j'en avais parlé l'an dernier, Voltaire n'était pas le dernier à vanter les mérites de la culture et notamment du théâtre français. Son cosmopolitisme indéniable était parfaitement compatible avec une pointe de chauvinisme culturel. Et par ailleurs, Benda cite sans citer, je veux dire sans donner les références précises. Or, on peut retrouver le texte, il s'agit, c'est une lettre en fait assez célèbre, une lettre de Voltaire à Dimitri Galitsine, ambassadeur russe, une lettre en réalité destinée indirectement à Catherine II, et qui visait à la flatter en insistant sur les progrès de la Russie sous son règne. La lettre commençait ainsi: « Je vois par les lettres dont Sa Majesté impériale m'honore combien votre nation s'élève, et je crains que la nôtre ne commence à dégénérer à quelques égards. » Et ensuite il ajoutait: « La lumière se communique de tous les côtés, il me vient souvent du nord des choses qui m'étonnent. » Bref, la flatterie était patente. Il reste que Benda n'a pas tort d'identifier chez Voltaire une priorité absolue donnée au débat intellectuel sur les solidarités nationales. Ce qui lui importait, c'était l'idée d'un combat à l'échelle européenne, ce qui importait à Voltaire, l'idée d'un combat à l'échelle européenne entre les bons esprits, les gens honnêtes, et, de l'autre côté, les fanatiques, ou ceux qu'il appelait généralement les pédants, c'était une de ses insultes préférées. Ce combat du savoir contre l'ignorance, de l'intelligence contre la bêtise, n'a pas de patrie, c'est un combat que Voltaire menait à l'échelle européenne. Et pour Benda aussi, l'unification de la nation européenne ne doit pas et ne peut pas être mue par un sentiment national et même par un sentiment de nation européenne, mais comme un sacrifice du concret à l'idéal, et donc un sacrifice du particulier à l'universel. On peut même y voir, d'une certaine manière, une anticipation du patriotisme constitutionnel que Jürgen Habermas défendra un demi-siècle plus tard. Mais plus généralement encore, c'est l'idée que l'Europe doit être le résultat d'un mouvement presque spirituel, d'une sorte d'ascèse qui implique de renoncer à tout ce qui éloigne l'homme de l'universalité. Sa patrie, bien sûr, mais aussi sa religion, sa région, ses amis, sa famille, son confort. Toutes choses qu'il faut savoir sacrifier au nom de l'universel et de l'idée européenne. Projet à la fois grandiose et un peu fanatique, qui conduit Benda à cette phrase étonnante: « L'Europe est une idée, elle se fera par des dévots de l'idée, non par des hommes qui ont un foyer. »
Et c'est d'ailleurs une des choses que les universalistes de nos jours devraient se rappeler. Un universaliste cohérent ne doit avoir ni foyer ni famille. Et cela se traduisait chez Benda, il faut bien le reconnaître, par une misogynie explicite. La raison qu'il vénérait était masculine, la sensibilité qu'il rejetait était féminine. Le véritable clerc, évidemment, ne pouvait être qu'un homme, cela allait sans dire. Si je parle de spiritualité et d'ascèse, c'est que Benda se présentait lui-même comme un clerc au sens médiéval du terme. Il pense que cette Europe de la raison, qu'il appelle de ses vœux, doit être l'héritière non seulement des Lumières, non seulement de la Renaissance, mais aussi de l'Église chrétienne, car c'est elle qui, tout au long du Moyen-Âge, a maintenu vivant l'héritage universaliste de l'Empire romain et de l'unité chrétienne, de l'unité européenne par le latin. C'est elle qui a cherché à contrer ces deux catastrophes que furent, aux yeux de Benda, le partage de l'Empire carolingien en 843 et l'essor des langues vernaculaires à la fin du Moyen-Âge. Et vous vous souvenez, nous avons vu tout à l'heure que pour lui, l'universalisme des Lumières prolongeait l'universalisme chrétien. Et dans la trahison des clercs, déjà, il se réclamait de, je cite, la primauté morale conférée. Donc il réclamait qu'il y ait une primauté morale conférée, je cite, au culte du spirituel et au sentiment de l'universel, associant ainsi les deux notions. Alors, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il y a un paradoxe. Voilà un républicain militant qui se définit lui-même par son militarisme jacobin, qui finira sa carrière intellectuelle avec les communistes et qui était très proche, en tout cas proche, par son goût du spirituel, de la vérité universelle et des idées éternelles, du catholicisme néo-thomiste, par exemple, d'un Jacques Maritain, qui avait publié en 1927, donc la même année que la trahison des clercs, son livre « Primauté du spirituel ». Donc l'expression « primauté du spirituel » que reprend Benda est évidemment un clin d'œil à Maritain, dans laquelle Maritain défendait l'idée que ce qui exprimait le mieux les aspirations humaines dans la lutte contre la mort était la notion d'universalisme. Et il ajoutait « Il n'y a pas d'autre universalisme authentique et véritablement supranational que le catholicisme. Les esprits ne peuvent se réajuster aux besoins présents du monde qu'en s'ajustant à l'absolu catholique. » Et donc, entre le catholicisme de Maritain et le républicanisme jacobin de Benda, il y avait en réalité plusieurs points communs, entre autres le refus du nationalisme et une aspiration à l'idéal, au dépassement de toute forme de relativisme moral ou culturel, d'empirisme ou d'historicisme. Et cela se traduisait aussi chez Benda par un rapport très distancé et même critique au judaïsme, comme l'a montré Louis-Albert Reva. Il a longtemps été réticent à toute affirmation de sa judaïté, notamment en raison de son adhésion à des valeurs universelles et au point de tenir parfois des propos qui pourraient, hors contexte, sembler antisémites. Ce n'est que dans les années 1930, face à la montée de l'antisémitisme, qu'il commencera à affirmer son identité juive, mais avec réticence et en critiquant sans relâche les intellectuels qui prenaient des positions publiques en tant que juifs. Par exemple, dans un article de la NRF d'octobre 1938, il reprochait à des intellectuels juifs de se mobiliser contre Hitler exclusivement à cause de son antisémitisme. Après sa mort, la mort de Benda en 1956, et même dès les années 1950, Benda est tombé dans un relatif oubli. Il a été redécouvert dans les années 1980 par des auteurs qui se réclamaient à la fois de son universalisme et de son républicanisme antimoderne. Alain Finkielkraut, notamment, le cite en ouverture de La défaite de la pensée, livre publié en 1987, qui se situait très ouvertement, très explicitement dans l'héritage de Benda, par sa virulence à l'égard de la culture moderne, le côté, vous savez, un peu censeur atrabilaire, mais aussi et surtout par sa défense des valeurs universelles contre toutes les formes d'attachement particulier ou national. C'est d'ailleurs un livre assez étonnant à relire aujourd'hui. On constate à quel point Finkielkraut, dans les années 80, en tout cas à ce moment-là, se réclamait presque à chaque page des Lumières. Enfin, du moins de lumières élitistes, à la Voltaire et Condorcet, contre les deux dangers qui étaient à ses yeux
la vulgarité consumériste et la revendication identitaire. Alors, par la suite, Alain Finkielkraut a progressivement renié Benda, ou du moins a cessé de s'en réclamer, au fur et à mesure que lui-même insistait de plus en plus sur l'importance des nations et sur les vertus de l'enracinement, au détriment des valeurs universelles chères à Julien Benda. Aujourd'hui, c'est surtout le philosophe Pascal Angèle qui se réclame volontiers de Benda, auquel il a consacré un livre et des articles, et en qui il voit le précurseur du combat de l'universalisme, de la raison, de la vérité universelle contre les prestiges du relativisme et du scepticisme. Le combat de Benda contre Bergson semble annoncer celui de Angèle lui-même contre Foucault et plus généralement contre toutes les formes de postmodernisme et de culturalisme, au risque parfois du même manichéisme argumentatif ou au profit d'un même tempérament polémique, comme s'il fallait nécessairement choisir entre un universalisme abstrait et un relativisme inconséquent. Je voudrais maintenant revenir à la préface de Julien Benda pour le dictionnaire philosophique et à l'apologie de Voltaire en patron des démocrates modernes. Benda ajoute deux précisions importantes. D'abord, dit-il, si Voltaire est bien le fondateur des grandes idées de la modernité, l'initiateur du monde moderne, il serait en revanche bien étonné, dit Benda, de voir ce que sont devenues ces idées aux mains de ses héritiers et successeurs. Le rejet du fanatisme religieux est devenu athéisme, un optimisme très nuancé, voire franchement sceptique, est devenu le culte du progrès, la critique de la métaphysique a été transformée en matérialisme utilitaire. Ou encore, dit Benda, ses descendants n'ont rendu sa pensée populaire qu'en l'altérant et en l'adaptant aux exigences de foules devenues souveraines. Voltaire démocrate, mais pas trop quand même. En tout cas, Voltaire démocrate, mais pas démagogue. C'est une façon aussi de rappeler, ce n'est pas inintéressant, que la postérité d'une œuvre intellectuelle n'est jamais limitée aux intentions politiques de son auteur. Autrement dit, on ne sait jamais ce qu'on fonde, ce qui n'empêche pas d'être un fondateur. Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur la longue durée de l'histoire intellectuelle. Il y a un second point dans l'efficacité posthume des idées de Voltaire qui convient mal à Benda, c'est son rejet de la guerre, ce qu'il appelle son pacifisme mystique, au sens où, chez Voltaire, la critique de la guerre ne souffre d'aucune nuance. Alors, si Benda applaudit son refus de l'héroïsme conquérant, il regrette que les héritiers de Voltaire aient retenu de son enseignement un pacifisme intégral, sans réserve, sans faire d'exception pour la guerre défensive. Et on voit bien ici que cette insistance, évidemment, de Benda doit énormément au contexte des années 1930, où le pacifisme issu de l'expérience traumatisante de la Première Guerre mondiale faisait obstacle à une prise en considération réaliste de la menace hitlérienne. Toute la préface de Benda est ici tournée vers l'actualité intellectuelle et politique de Voltaire dans un contexte bien précis qui est celui de 1936. L'auteur du dictionnaire philosophique est crédité d'être à l'origine des grandes idées de la modernité démocratique et laïque. Non parce qu'il les aurait inventées, mais parce qu'il leur a donné de la consistance, du tranchant et de la clarté, et surtout parce qu'il a su en faire des thèmes populaires par un travail, au fond, de journaliste, de publiciste et de polémiste, on pourrait presque dire, mais Benda ne le fait pas, de propagandiste. Le texte s'achève alors par un nouveau mouvement. Non seulement Voltaire est le père incontestable des démocrates modernes, mais il a répondu par avance à leurs adversaires. Il est ainsi non seulement leur inspirateur, mais leur meilleure ressource polémique. Voltaire, plus qu'à ses propres contemporains, se serait adressé aux contemporains de Benda, anticipant par avance le nationalisme héroïque et guerrier du XXe siècle. Benda écrit « À maintes pages, on a le sentiment que la mitraille de Voltaire tombe surtout sur les hommes de notre temps. » Autrement dit, Voltaire n'est pas un précurseur dépassé par le succès de ses propres idées, il est un combattant toujours actuel, par le fait même qu'il a anticipé non seulement le triomphe posthume de ses idées,
mais la réaction que le triomphe de ses idées allait susciter. Je cite encore, « Voltaire a, par l'expansion naturelle de son œuvre, produit des adversaires qui ne devaient paraître qu'un siècle et demi plus tard et auxquels il a par avance répondu. » Voltaire n'est pas une relique historique, encore moins un classique scolaire, mais bien un auteur en prise avec les querelles politiques du XXe siècle, querelles qu'il a anticipées par une sorte de productivité posthume, expression que Benda emprunte à Goethe. Son œuvre en trouve donc une nouveauté inédite. Ce qui la rend actuelle, ce n'est pas seulement ce qu'il a écrit, c'est le contexte, un siècle et demi plus tard. Ou plutôt, faudrait-il dire que cette actualité de Voltaire fonctionne par cycle. C'est dans les moments de crise, lorsque les valeurs démocratiques et humanistes sont menacées, lorsque les promesses d'émancipation issues des Lumières sont remises en cause, que Voltaire redevient un contemporain capital. Et Benda le confesse avec sincérité, il dit que lui-même n'a pas toujours été sensible à l'efficacité de la parole voltairienne. Il écrit « J'avoue que dans ma jeunesse, je lisais le dictionnaire avec le culte un peu distrait qu'on porte aux combattants de la première heure d'une lutte désormais finie. Je le lis d'un autre cœur aujourd'hui que je constate que la lutte n'est nullement finie, que l'adversaire auquel il s'en prend mène la bataille avec plus de foi et de vigueur que jamais. » Benda écrit cette phrase en 1936, alors que la menace fasciste se précise. Il trouve alors en Voltaire un allié, une ressource intellectuelle pour mener une lutte existentielle. Et de fait, Benda, je vous l'ai dit tout à l'heure, était devenu un militant convaincu de la lutte antifasciste, signant notamment le manifeste du comité de vigilance des intellectuels antifascistes, se rapprochant même du Parti communiste, sans néanmoins être marxiste. Quelques années plus tard, il passera toute la guerre dans la clandestinité, à Carcassonne, à Toulouse, à rédiger la grande épreuve des démocraties et ses exercices d'un enterré vif. En janvier 1945, après la libération donc, Benda est rentré à Paris et, dans la revue Confluence, il publie un grand article « Voltaire est-il des nôtres ?» La réponse évidemment est positive, il reprend des éléments de son texte de 1936, mais il y ajoute entre autres une conclusion très politique dans laquelle il imagine que Voltaire, s'il avait pu constater toutes les trahisons et les reniements de la bourgeoisie française, aurait fini par rejoindre, là je le cite, la classe révolutionnaire, la seule dont désormais il eût pensé pouvoir attendre la réalisation de son idéal de liberté, de justice et d'un peu moins de misère humaine. Voltaire révolutionnaire, et même Voltaire communiste, voilà qui peut surprendre, j'entends quelques rires. On pourrait y voir un trait singulier propre à Benda. Il est alors âgé de 80 ans, il est de retour à Paris, il reste attaché à ses auteurs favoris, tout particulièrement à Voltaire, et il lui sera d'ailleurs fidèle jusqu'au bout, c'est très touchant. En 1953, Paul Léotot le rencontre et écrit un des derniers portraits de Benda vivant. Il le décrit comme une sorte de survivant, de fantôme inactuel, un peu anachronique, lisant 2 volumes de Voltaire. Mais en réalité, pas du tout. Julien Benda, en 1945, était parfaitement dans l'air du temps, parfaitement synchrone. D'ailleurs, dans le même numéro de Confluence, le grand résistant, écrivain et critique d'art Jean Cassou saluait à son tour la présence de Voltaire. Autre article. À Moscou, les Soviétiques avaient organisé fin 1944 de grandes cérémonies pour célébrer le 250e anniversaire de la naissance de Voltaire, comme l'a raconté avec beaucoup de détails François Jacob dans son livre « Voltaire après la nuit » paru en 2021. Tandis qu'à Paris, l'humanité reprochait aux autorités d'être trop attentistes. Je cite, « Qu'a-t-on préparé pour faire comprendre à tous les Français les grandes leçons données par Voltaire pour convier le peuple entier à honorer dans des manifestations grandioses un de ses plus authentiques libérateurs ?» Finalement, le 10 décembre 1944, eut lieu à la Sorbonne une série de conférences pour réaffirmer l'actualité de Voltaire, son importance intellectuelle et politique, mais aussi pour, il faut bien le dire, laver sa mémoire après l'utilisation qui avait été faite des textes anti-juifs de Voltaire sous le régime de Vichy. C'est une autre histoire dont je vous parlerai longuement une autre fois, pas cette année, mais c'est une histoire très importante
Et si vous voulez en savoir plus, pour le moment, je vous renvoie au livre de Pascal Pellerin sur les philosophes des Lumières dans la France des années noires. À la Sorbonne, en 1944, intervinrent aussi bien des communistes que des gaullistes, et le point d'orgue fut le discours de Paul Valéry affirmant « Voltaire vit, Voltaire dure, il est infiniment actuel ». Cette célébration de Voltaire, toutefois, n'était pas exempte d'ambiguïté, elle se paya au prix d'une drastique réduction de Voltaire, à la fois idéologique et littéraire. Il devenait définitivement la figure de l'intellectuel engagé et militant, le Voltaire des contes, Candide notamment, du dictionnaire philosophique et de l'affaire Calas, tout le reste de son œuvre, le théâtre notamment, étant désormais tenu pour négligeable et anachronique. Selon le mot terrible de Paul Valéry dans la même conférence, s'il fût mort à 60 ans, il serait à présent à peu près oublié. Ceci nous éloigne. Quelques mots pour conclure. Revenons 10 ans auparavant à l'article donc de Benda en 1936 dans lequel il faisait de Voltaire une ressource dans la tourmente. Une ressource parce que celui qui avait su polémiquer à l'avance contre des adversaires encore à venir, celui donc qui fournissait des armes pour un combat qui n'était pas terminé. Celui, au fond, dont on oublie les défauts, les lacunes, les zones d'ombre, dès lors que l'essentiel, c'est-à-dire la liberté, est en danger. Cette expérience fut celle, au XXe siècle, de nombreux autres intellectuels, pas seulement en France. Antonio Gramsci, par exemple, en 1933, regrettait de ne pas pouvoir lire Voltaire dans sa prison, car il y aurait trouvé du réconfort et il aurait puisé du courage dans Candide, disait-il. Alors on peut discuter pour savoir si le portrait de Voltaire que faisait Benda comme patron des démocrates modernes est fidèle ou excessivement optimiste. On peut regretter, je l'ai dit, que l'universel pour Benda se résume à l'Europe, ou qu'il repose sur un rationalisme un peu étroit, un rejet de la littérature moderne et un antimodernisme atrabilaire. Mais si je résume, pour conclure, le combat de Julien Benda en 1936, c'est la défense de la raison contre l'émotion, le sens de l'unité européenne contre les nationalismes et la volonté farouche d'armer les démocrates et les démocraties contre leurs ennemis, ce n'est peut-être pas totalement inactuel. Je vous remercie. À la semaine prochaine.